Après une longue série de couvertures de chapitres dédiés à la flotte des Mugiwara, Oda revient à quelque chose de plus classique en dessinant de nouveau les propositions des fans. Sur cette couverture, on peut y voir Zoro et Sanji en train de dormir après s'être vraisemblablement battus une fois de plus, et on peut noter une grande différence dans l'idée qu'ils se font chacun de leur victoire. Là où Zoro se voit en train de célébrer sa victoire sous le regard admirateur de Chopper, Sanji se voit plutôt conquérir le cœur de Nami, rien de bien étonnant. On a droit à un aperçu de l'apparence du fameux Oden Kozuki, et sa silhouette peut fortement faire penser à celle d'un chef cuisinier. Difficile d'en dire plus pour le moment, mais ce ne serait pas étonnant qu'Oden ait une apparence faisant référence à la cuisine quand on sait que son nom, parmi d'autres exemples, est inspiré d'un plat japonais, l'oden, qui consiste à tout mélanger au sein d'un même pot. Oda est très subtil pour le coup, car cela correspond exactement à ce que souhaitait faire Oden, ouvrir les frontières de Wano pour se mélanger avec le monde extérieur. Parlons un peu d'histoire et de références au Japon. Plus Wano nous est décrit, plus les parallèles sont flagrants, avec notamment la transition qui est annoncée pour Wano, qui à la fin de l'arc, devrait être un pays aux frontières ouvertes, et d'où l'on pourra sortir et entrer comme bon nous semble. Le Japon a connu deux périodes similaires avec l'ère Edo, que l'on peut grossièrement appeler l'âge des samouraïs, durant laquelle le pays était fermé aux étrangers et vivait en huis clos en suivant les règles du shogun et des classes guerrières. Cette période aura certes permis au Japon de préserver sa culture, mais l'aura également privé de plusieurs avancées majeures découlant du commerce et de l'échange avec d'autres pays. L'ère Edo fut suivie par l'ère Meiji, qui marquera la fin de l'âge des samouraïs, qui divisait le pays en comtés dirigés par des seigneurs indépendants, et le début d'un Japon réunifié sous les ordres de l'empereur en une seule et même puissance. C'est à partir de ce moment que le Japon s'est réellement ouvert au monde, bien que ce processus ait engendré des révoltes de samouraïs mécontents et que beaucoup de sang fut versé avant de trouver un réel équilibre. Ces événements sont décrits de façon romancée dans Le Dernier Samouraï par exemple, qui décrit d'une bonne façon la transition difficile qu'a connue le Japon à ce moment-là. Je vous conseille d'ailleurs de le regarder pour mieux comprendre les enjeux de ce qui se passe sur Wano actuellement. On apprend également qu'Oden, qui avait plutôt le sang chaud d'après ce qu'on en sait aujourd'hui, avait défié un terrifiant guerrier nommé Ashura Doji avant de réunifier les bandits pour construire le château de Kuri. Ashura Doji est inspiré d'Ashura, un démon japonais aux multiples têtes et aux multiples bras. On peut d'ailleurs voir Zoro utiliser une attaque nommée Ashura dans le film Strong World, attaque durant laquelle il prend une apparence de démon à plusieurs têtes et à plusieurs bras. Une fois de plus, le légendaire sens de l'orientation de Zoro l'emmène à se retrouver au milieu de nulle part, et on peut le voir se débarrasser d'un énorme tigre comme si de rien n'était. C'est d'ailleurs intéressant de voir qu'il y a toujours de la vie sauvage sur Wano malgré l'extrême pollution, car comme on le sait, les tigres sont des prédateurs et leur présence implique donc qu'il y ait d'autres espèces en vie pour qu'ils puissent chasser et survivre. J'espère qu'Oda a pris cela en considération et qu'on aura plus de détails de ce côté-là, puisque dans un pays dont les habitants semblent mourir de faim, il ne devrait plus rester grand-chose de la faune et de la flore. Toujours est-il que Zoro aperçoit un bateau et s'apprête à y embarquer en suivant certainement le ruisseau qui le mènera aux énormes usines que l'on aperçoit au loin. Affaire à suivre. Inuarashi quant à lui a l'air en bonne forme et semble accompagné de ses mousquetaires qui constituent sa garde personnelle et que l'on avait déjà aperçu sur Zou. Et c'est précisément à ce moment-là qu'on entre dans des choses très sérieuses, à savoir l'histoire d'Oden qui nous est introduite que partiellement pour l'instant. Kinemon raconte donc l'histoire aux Mugiwara, sauf Zoro qui reste à l'écart avec l'eau et son équipage puisqu'ils sont déjà au courant à ce moment-là, tout le monde est en larmes excepté Luffy et Sanji qui n'en restent pas moins choqués. On a la confirmation, comme nous en parlait Momonosuke sur Zou, que Nekomamushi et Inuarashi ont repris leur querelle après la mort de leur maître Oden lorsqu'ils ont dû fuir Wano il y a 20 ans. On ignore encore les fondements de ce conflit, mais Oden semblait être le seul capable de museler cette rivalité entre les deux. Carotte précise d'ailleurs qu'elle n'était pas née à ce moment-là. Alors préparez vos cerveaux, car on aura droit, je pense, à pas mal d'indices à retardement comme celui-ci, à partir desquels nous pourrons déterminer d'autres détails, comme l'âge des personnages. Par exemple, au vu des faits, Carotte ne peut pas avoir plus de 19 ans actuellement. Il faudra être bien attentif à la lecture des prochains chapitres, car ces histoires de timeline déstructurées et de voyage dans le futur nous apporteront des indices pour la suite en se basant sur le passé des personnages ayant voyagé dans le futur, qui est en fait notre présent. Vous voyez à quel point ça se complique. Il en va de même pour Momonosuke qui a 8 ans actuellement, mais qui est en fait né il y a 28 ans, puisqu'il faut remonter 20 ans en arrière, puis 8 ans de nouveau, pour arriver au jour de sa naissance. Pour les personnages de Wano ayant voyagé dans le futur, ces 20 années de saut dans le temps constituent ce qu'on pourrait appeler leur mini-siècle oublié à eux, période qu'ils ont traversée instantanément et qui constitue un trou noir dans leur timeline, puisqu'ils n'ont pas réellement vécu durant cette longue période.
Oda nous gratifie ensuite de l'une des plus belles cases de cet arc, et c'est assez fou quand on se dit qu'il ne s'agit même pas d'une double page. On y découvre un peu plus clairement le château d'Oden avant sa destruction, en flammes, sur les ordres de Kaido. Sur la droite de l'image, on peut apercevoir ce qui je pense est à 90% Jack, et par déduction, on peut donc s'imaginer que les deux énormes silhouettes sont les autres calamités de Kaido, Queen et King. Difficile de tirer des conclusions puisqu'ils sont volontairement impossibles à identifier clairement, mais en analysant la composition de l'image, étant donné que Jack n'est pas au centre des trois calamités, cela voudrait dire qu'il n'est peut-être pas le plus puissant du trio. Ce qui nous laisse imaginer la puissance des calamités qui doit être terrifiante. Une autre case peut attirer notre attention, c'est celle-ci. On y voit les vassaux d'Oden s'agenouiller face à Toki-sama. Le personnage complètement à droite porte un chapeau que nous avions déjà vu auparavant sur une couverture de chapitre, le symbole sur le dessus étant exactement le même. Nous faisions il y a 2 ans de cela un parallèle avec Shiki, mais aucun élément ne vient confirmer qu'il pourrait s'agir du Lion d'Or, bien que la thématique autour du personnage collerait parfaitement à cet arc. Rappelez-vous, Shiki annonçait vouloir accomplir son plan dans 20 ans tout juste, et avec les récents chapitres, ce chiffre en particulier prend une toute autre dimension. Mais restons calmes et attendons de voir si d'autres éléments viennent se greffer à cette théorie dans les prochains chapitres. On peut aussi se demander ce qu'il est arrivé à Hiyori, la petite sœur de Momonosuke. Elle ne fait pas partie du groupe qui a voyagé dans le temps et serait probablement morte suite aux incidents sur Wano il y a 20 ans. 2 solutions sont alors possibles si elle s'avère finalement être en vie. Toki, sa mère, aurait pu l'envoyer elle aussi dans le futur, peut-être à une époque plus proche ou plus lointaine, ou alors Hiyori aurait pu survivre toutes ces années en étant cachée des yeux du shogun et de Kaido. Si c'est le cas, on la retrouverait aujourd'hui à un âge supérieur à celui de Momonosuke, bien qu'elle soit sa petite sœur. Quant à son identité, certains se basent sur son nom qui signifie temps dans le sens de la météo pour faire un lien avec Nami, mais ça me semble encore trop tôt pour ce genre de piste. Quant à la mère de Momonosuke, Kozuki Toki, elle se révèle être potentiellement l'un des personnages les plus importants depuis le début de One Piece, de par sa capacité à contrôler l'espace-temps. Impossible de déterminer de quelle époque elle vient étant donné son pouvoir, elle pourrait très bien être originaire d'une autre époque. Son nom est également basé sur le mot japonais qui indique le temps. On pourrait en apprendre plus sur beaucoup d'éléments de l'histoire de One Piece comme le siècle oublié, la Grande Guerre ou encore l'exil de Zunisha. Elle dit elle-même être arrivée au terminus de son voyage, ce qui signifie que ce dernier a comporté plusieurs étapes et qu'elle en sait beaucoup plus que la plupart des personnages. On reviendra plus en détail sur plusieurs éléments du chapitre qui méritent leur propre vidéo, comme l'île d'Onigashima ou encore l'armée de la rébellion de Wano Kuni. J'aimerais finir sur un élément qui m'intrigue particulièrement, la marque de la lune sur les fidèles d'Oden Kozuki. Ils possèdent tous le même tatouage représentant la lune et leur clan est impliqué dans des voyages dans le futur. On vous en parlait déjà dans l'une de nos précédentes théories, mais l'île de Karakuri, sur laquelle se trouvent les premiers laboratoires de Vegapunk, est fortement liée à la Lune, comme on peut le voir dans les mini-aventures d'Eneru, durant laquelle un voyage vers la Lune est effectué depuis cette île. Et Karakuri porte un nom qui n'est pas anodin, elle est surnommée l'île du futur. Mais nous verrons ça dans une prochaine vidéo. On arrive à la fin de cette review, j'espère qu'elle vous aura plu, et pour vous rafraîchir la mémoire, je vous invite à aller voir notre chronologie complète de l'histoire de One Piece en 2 parties, car elle n'aura jamais été plus utile que maintenant. On vous sortira une version mise à jour très bientôt. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures, et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur All Blue Channel.